Bonjour à tous, je suis Roland Massenet et j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Et j'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Daniel Epling. Bonjour Daniel. Bonjour Roland, bonjour à toutes et tous. Alors Daniel, j'aurai l'occasion de te présenter plus largement. Juste en introduction, Daniel, c'est un grand expert du commercial, de la posture commerciale, de la formation des organisations commerciales, de la structuration des organisations commerciales. Tu as été Chief Innovation Officer chez Krauthammer, qui est un des cabinets de conseil et de formation référents sur le domaine. Alors tout d'abord, bienvenue à tous. Vous êtes formidables. Aujourd'hui, vous êtes 465 inscrits à cette nouvelle édition. Toujours fidèles au poste. Merci encore de votre confiance. Les masterclass de l'excellence commerciale sont sponsorisés par Incentive. Incentive, c'est une application mobile qui vient équiper les managers pour les aider à offrir une expérience de collaborateur qui soit plus en ligne avec les usages d'aujourd'hui. Les principaux outils à la disposition des managers aujourd'hui, c'est les emails et les tableaux de chiffres. Et pour animer la performance, le digital met maintenant à notre disposition des techniques, des interfaces, des possibilités beaucoup plus puissantes pour engager, pour former, pour accompagner des équipes. Donc Incentive, c'est une application de change management, c'est une application de sales enablement qui permet de couvrir des besoins très larges. On travaille aujourd'hui dans une vingtaine de pays et Incentive est disponible en 9 langues. On a contribué à générer pour nos clients plus de 250 millions d'euros de croissance additionnelle et nous sommes les vainqueurs des 3 derniers trophées de la motivation des forces de vente. En 2017 avec Air Liquide, en 2018 avec les bars TGV, Nures Wagonlier et la SNCF, et en 2019 avec Groupama GAN, on recevait Michel Saped, le directeur commercial de GAN Prévoyance, la semaine dernière dans ces mêmes masterclass. Voilà pour la page publicité. Alors l'enjeu d'aujourd'hui, c'est comment on s'organise. Comment on s'organise. Vous êtes directeurs commerciaux, directeurs généraux, managers commerciaux. On a des bouleversements qui viennent de partout. Les clients veulent plus de proximité. Les collaborateurs veulent plus de reconnaissance. Les actionnaires veulent plus de contrôle. La société veut plus de transparence. Au milieu de toutes ces contraintes, comment est-ce qu'on doit s'organiser et j'ai donc avec moi aujourd'hui Daniel Epling. Donc Daniel, tu as fait une grosse partie de ta carrière chez Krauthammer, dont tu as été le Chief Innovation Officer, donc celui à la pointe de tous les progrès en termes d'innovation managériale sur les équipes commerciales que Krauthammer accompagne un peu partout dans le monde. Tu as maintenant fondé ton cabinet de conseil, Altoe. Tu es également auteur d'un livre qui a eu beaucoup de succès, qui s'appelle « Quel manager êtes-vous ?» On aura l'occasion d'en reparler plus tard. Finalement, aujourd'hui, quel modèle d'organisation tu vois se profiler dans le contexte très émotionnel, anxiogène parfois, de post-Covid? Oui, c'est sûr qu'on a une circonstance très particulière avec les événements récents. On pourra d'ailleurs les mettre dans le contexte de notre réflexion du jour. J'aimerais peut-être juste d'abord démarrer en campant le décor pour dire qu'on passe d'un monde qui a été nommé souvent comme commande et contrôle à une extrême, et c'est un monde qui n'est déjà plus. Il y a certes encore quelques bastions qui résistent, mais on sent quand même que c'est un monde qui s'effrite. Et un monde de l'autre côté, basé sur la confiance, avec beaucoup plus de chaos, qui n'est pas encore. Il y a des tentatives, mais là aussi, on sent qu'on n'est pas encore arrivé à son port d'attache. Donc, il y a peut-être juste au démarrage de notre échange aujourd'hui une impérieuse nécessité de comprendre finalement les évolutions des dernières décennies, qui se calent avec les évolutions sociétales. Et j'aimerais juste les partager avec vous ce matin.
à travers 4 étapes, en reprenant un code couleur qui vient d'une approche qui s'appelle la spirale dynamique, qui a été aussi très connue par le livre de Frédéric Laloux, des best-sellers sur Reinventing Organizations, avec quelques couleurs différentes, peu importe d'ailleurs pour la démonstration de ce matin. Alors, on commence peut-être par effectivement la première couleur qui est la couleur bleue, où on est dans le point de départ, le commande et contrôle pur jus, donc très top-down, où tout est basé sur le statut. Et ça correspondait à l'origine à un besoin à rendre les organisations beaucoup plus scalables. Donc pour le faire, de quoi avions-nous besoin? De rigueur, de discipline, de stabilité, de persévérance, d'ordre. Et l'injonction tacite ou explicite, c'est tu dois rester dans le rang et te conformer aux ordres du système pour que ça marche. Bon, voilà, première étape qu'on a connue et que j'ai connue encore au début de ma carrière dans pas mal d'organisations qui fonctionnaient comme ça. Arrive ensuite un deuxième monde, et je le dis derrière à chaque fois un monde derrière, parce que c'est pas juste au niveau des organisations, c'est aussi calé sur des évolutions sociétales, c'est important de bien comprendre ça. On arrive à un monde orange, alors qui qualifie ici le monde quasiment moderne, on pourrait dire, des organisations telles qu'on les connaît aujourd'hui, où on s'est dit quoi? Ok d'être obédient dans un système, mais enfin bon, j'ai l'impression que je peux augmenter la part du gâteau si on s'y prend différemment. Alors comment? Des organigrammes plats, du management par objectif, très centré sur les résultats, beaucoup d'entrepreneurship, tout est centré performance, opportunité. On est dans la shareholder perspective, la perspective des actionnaires, dans ce monde orange qui a contribué à mettre nos organisations en succès, en réussite, et de se développer de manière inégalée sur l'ensemble de l'histoire des entreprises. Donc c'est ce système-là qu'on vit aujourd'hui et on sent quand même que ce système s'essouffle, on en parlera après. Il fait émerger derrière un nouveau monde qui est qualifié à la couleur verte ici. On parlait de shareholder chez les oranges, on pourrait parler de stakeholder chez les verts, donc les parties prenantes, et à commencer par les équipes. Alors pourquoi? On fait face à ce monde souvent appelé VUCA, vulnérabilité, incertitude, complexité, ambiguïté pour l'acronyme, où on s'aperçoit que juste déléguer la bonne personne, c'est difficile, ça ne suffit plus. Il faut de plus en plus aligner les sous-organisations, c'est-à-dire produire plus de consensus collectif. Et du coup, on a vu arriver progressivement toutes ces notions d'intelligence collective et émotionnelle. L'intelligence émotionnelle qui prend en compte l'individu dans toutes ses facettes. On avait déjà développé en orange la raison, la force, la détermination, qui était déjà largement valorisée. Et là, on y ajoute vulnérabilité, émotion, intuition, qui sont vraiment très dans ce jus vert. Et puis pour terminer dans cette évolution actuelle, pour déjà commencer avec une première toile de fond, c'est le monde jaune émergent. Alors, on est dans une évolution encore plus radicale ici, un peu comme en pédagogie. Certains ont peut-être entendu parler des classes renversées. J'ai beaucoup travaillé avec certains professeurs pour aussi réfléchir à dans quelle mesure ça influence nos propres modèles d'organisation. Les classes renversées, c'est tout simplement le professeur qui fait plus cours, c'est les élèves qui créent leurs cours, qui vont aller chercher de la doc, le prof est là, mais il répond finalement aux demandes des élèves et il n'est plus en première intention à descendre tout le cours de A à Z, comme ça se pratique encore dans beaucoup d'universités aujourd'hui. Donc avant, les systèmes étaient fondés sur des logiques plutôt de peur et de rareté. On est ici dans ce paradigme le plus évolutionnaire jaune, pour reprendre chez Laloux couleur opale, fondé sur confiance, abondance, et tout se développe autour de la raison d'être. Donc pour nous résumer, on est passé d'un esprit meute de loup à une espèce d'armée bleue, une merveilleuse machine à réussir orange, beaucoup plus de pluralisme vert, et maintenant on est avec ce symbole d'un organisme presque vivant jaune, avec pour grande caractéristique beaucoup d'auto-organisation des équipes déjà existantes avec le lean management, et être à l'écoute de finalement là où l'organisation a envie d'aller. En bleu, on était très mécanique, linéaire, en décomposant tout. L'orange a rajouté une dimension technologique, scientifique. Et là, maintenant, on devient organique en vert jaune. On pourrait dire c'est soit cerveau gauche avec des émotions ou cerveau droit avec des données, comme vous le voudrez, mais c'est voilà, ça pour préciser l'avancée. Peut-être un peu des deux, oui, un peu de cerveau droit et un peu de cerveau gauche, beaucoup de données, beaucoup d'émotions. Est-ce que tu pourrais illustrer ces modes d'organisation avec des exemples d'organisation auxquelles tu as été confronté, que tu as accompagné? Oui, alors tout à fait. Alors si on les reprend par couleur, bleu, alors ça existe encore dans les grandes administrations, j'allais presque dire malheureusement, mais elles ont quand même plus de mal à
à bouger vers ces nouveaux univers que ceux des entreprises. J'ai encore vu dans un ministère il n'y a pas très longtemps un président qui voulait absolument que son terme de président soit utilisé dans tous les emails. Enfin bon, voilà, la notion de statut est encore très apparente. Mais je l'ai vécu aussi dans l'industrie. Alors j'ai un exemple qui me vient en tête il y a une dizaine d'années. C'était un grand groupe d'assurance français pour les cruciverbistes en 3 lettres. Ça commence par A et ça termine par A. Alors je fais un clin d'œil, mais parce que c'est pas de la vraie délation. Il y a 10 ans, il y a prescription. Mais l'anecdote, c'était que je présentais un projet devant la direction générale. Je suis dans la salle d'attente, au carré Matignon, dans cette atmosphère un peu feutrée. Et la personne des ressources humaines qui m'accompagne, je la sens particulièrement stressée. Donc, j'essaie de la rassurer pour lui dire que je suis parfaitement préparé, que tout se passera bien. Elle veut dire, en fait, mon seul problème, c'est que je ne sais pas quoi leur dire en entrant dans la salle. Quand ils me croisent dans les couloirs, ils ne me saluent pas parce que je suis 2 ou 3 rangs en dessous. Que vais-je faire quand je vais être avec vous et qu'on va rentrer dans la salle? Donc voilà, juste une petite illustration pour dire que dans des organisations très pyramidales, très stratifiées, voilà, très figées finalement, on a encore ce type de réaction. Le monde orange, j'ai presque besoin de le décrire parce que c'est le monde, voilà, si je dis CAC 40, ça y est, on y est, quoi. C'est ce monde dominant, on l'a dit tout à l'heure, mais aussi des startups, parce que comme les startups cherchent bien souvent à se valoriser, c'est pas que du vert jaune dont on va parler, c'est aussi très orange parce qu'il y a besoin de faire vivre l'organisation et vite pour qu'elle décolle et qu'elle se fructifie. Si on part du vert, alors les exemples qu'on citait déjà à une époque, c'était des choses comme Southwest, comme Ben Jerry's, qui très tôt, déjà, il y a une quinzaine d'années, parlait de prospérité mutuelle, de construire la paix, avec ce slogan de Peace, Love et crème glacée. C'est assez détonnant comme slogan. Où finalement, on fait quoi? On rajoute à la notion de pur profit qui était dans les mondes orange, les fameux 3 P, hein, Profit, People, Planet. D'ailleurs, à ce titre, tu parlais du Covid tout à l'heure en introduction, c'est intéressant, c'est la première fois que je vois à ce point people venir devant profit. Ça a été dit au niveau gouvernemental, ça nous coûtera ce que ça nous coûtera, mais dans les organisations, je n'ai pas vu un message de direction générale qui disait pas d'abord prenez soin de vous et des vôtres, on verra, on va s'organiser. Donc people était devant profit. Planète, pour l'instant, est chaque fois relégué un peu encore derrière. Il y a un jour peut-être où Planète viendra aussi encore devant, et là encore, ça va perturber grandement les lignes. Alors, pour illustrer, là aussi dans les organisations aujourd'hui, il y a beaucoup de démarches. Bienveillance, c'est un des mots-clés dans la bienséance et les éléments de langage. Dès qu'on dit bienveillance, ça y est, on a déjà marqué des points. C'est très vert. Il y a, je pense, un grand groupe du bâtiment qui avait lancé une démarche harmonie. Alors, c'est intéressant parce que on y est, et le jour où les résultats se tendent, des fois, il y a un dirigeant qui arrive, il donne 3 coups de sifflet pour siffler la fin de la récré, en disant, bon, tout ça, c'est bien gentil, mais là, maintenant, on va se remettre uniquement sur les résultats parce que c'est là où ça se joue. Donc, ce serait intéressant de voir aussi à chaque fois comment on est sur des systèmes de valeurs profonds ou pas. Et jaune, alors on pourrait alterner d'ailleurs entre vert et jaune parce que les deux sont assez proches. En tout cas, le vert permet d'accéder au jaune. C'est par exemple la société Gore, historiquement citée depuis longtemps, elle est durable dans ce modèle, ceux qui fabriquent Gore-Tex, mais aussi Harley Davidson à une époque. En France, on a Chronoflex d'Alexandre Gérard. Je passais un dîner avec lui, où il me racontait son épopée, démarrant d'ailleurs à une période où il était un peu acculé par les résultats. La biscuiterie Poult, tu sais peut-être, tu te souviens peut-être du reportage sur Arte, Le bonheur au travail en 2015. Mais là aussi, pas toujours durable. 1 ou 2 ans après, le CEO est changé. Donc, non, c'est pas évident de garder ça dans la durée. On cite traditionnellement en France Favie par son icône, Jean-François Zobrist, qui en lui-même est un personnage. Peut-être de manière plus discrète, SEV Isocom en Alsace, que j'ai connu il y a longtemps et que j'ai vu évoluer aussi vers ces univers. Birdsong en Hollande, décrit dans le livre de Lalou, Patagonia, qui se veut à la fois entreprise libérée écologique, faire le bien, avec aussi des modèles circulaires. Et alors, dans nos grandes organisations connues, il y a des essais côté Danone, tous les discours d'Emmanuel Faber, d'une part, mais aussi des gens qui l'incarnent. J'en connais plusieurs dans la transformation Danone que je trouve très ancrés dans ces paradigmes vert jaune. Michelin aussi essaye, je trouve, et Florent Ménégo qui prend la suite de Jean-Dominique Sénard n'est pas le dernier à supputer, tout en restant très prudent, en disant on ne peut pas non plus comme ça avancer trop vite, il faut quand même que les managers soient accompagnés, évoluent, ne perdent pas tous leurs repères d'un coup. Donc voilà, il y a toute cette prise de conscience, et ça part toujours de la prise de conscience du leader d'ailleurs, quand on évolue. Oui, Emmanuel Faber qui a annoncé il y a quelques semaines que Danone était la première entreprise à mission
entreprise du CAC 40 à devenir une entreprise à mission. Ouais. Il y a aussi tout le programme de L'Oréal, là, le nouveau programme qui s'appelle Simplicity, qui engage L'Oréal dans une transformation culturelle majeure, hein, avec des préceptes très simples. Chez L'Oréal, historiquement, il y avait une culture de la confrontation. On demandait à deux personnes de faire de conduire sur le même projet, et puis ensuite chacun présentait sa version du projet et le meilleur gagnait. Et dans Simplicity, il y a une des phrases de Simplicity, c'est Collaboration is the new confrontation. Donc des vraies transformations pour bouger d'un modèle à l'autre. De ton expérience, qu'est-ce qui pousse les organisations ou le top management à faire évoluer l'organisation d'un modèle vers un autre? Ouais. Je vais répondre à ta question. Je reprenais juste ton exemple de L'Oréal parce qu'il y a une question de sémantique derrière tout ça aussi. Et c'est intéressant quand tu disais il y avait d'abord un modèle très compétitif, que le meilleur gagne, et, voilà. Et puis après, un mode plus collaboratif qui est très vert-jaune, jaune et même co-design très souvent. Donc c'est intéressant de voir aussi que tous ces mots ne viennent pas par hasard. Alors qu'est-ce qui fait que ça bouge? Il y a deux moteurs dans la vie. C'est vrai au niveau des individus, c'est vrai au niveau des sociétés, ça l'est vrai au niveau des organisations. Soit c'est s'éloigner d'eux, ou c'est aller vers. Et idéalement, quand on combine les deux. Alors, s'éloigner d'eux, c'est en général, on s'éloigne des zones dangereuses. Alors, on sent que le paradigme orange en ce moment s'essouffle, qu'on commence un peu à pédaler dans le yaourt. On ne sait plus très bien comment générer des modèles aussi clairs qu'était le management par objectif. Aller vers, c'est pas toujours évident parce que là, on commence à décider deux, trois choses vers le monde vert-jaune qu'on évoque ici, mais c'est pas encore aussi flagrant. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est le trop d'un système, l'exagération, qui fait qu'on est appelé vers quelque chose de nouveau. Donc, le trop du monde orange, ça a été quoi? C'est qu'on a un peu tiré sur la ficelle quand même. Épuisement au niveau humain. Orange a quand même fabriqué burn-out, l'air de rien. Mais épuisement des ressources naturelles aussi. Là où Orange voyait un monde d'opportunités. Donc, la nature, c'est presque un décor d'Hollywood qu'on pouvait changer. Et en vert, évidemment, on se dit, on est dans une matrice, on ne peut plus continuer comme ça. Donc, il y a ces deux moteurs-là. Et puis, les crises, qui sont autant de points de bascule. Une crise profite des appels à l'éveil. Et ce n'est pas toujours nécessairement un mouvement vers le haut, d'ailleurs. Des fois, ça peut être aussi des régressions, mais des fois, ça peut être totalement régénératif. Et alors justement, on sort d'une crise, on est au milieu d'une crise. Quels sont les phénomènes qui vont être amplifiés par ce bouleversement à la fois économique et puis socio-culturel? Alors, dans ma perspective à moi, dans mon angle de regard, j'en vois 5 aujourd'hui. Il y a d'abord une espèce d'agilité insoupçonnée. Alors, tout le monde disait que les organisations sont lentes, sont lourdes, sont administratives. Et là, en 2-3 jours, au moment de la déclaration du confinement, on a vu des turbo-décisions prises. On n'avait pas toute l'information et pourtant, il fallait bien trancher. Donc, comment demain les organisations vont-elles survivre à l'hyper-organisation alors qu'on a expérimenté ça? C'est intéressant de l'observer. Le deuxième, c'est, je paraphrase cette phrase célèbre, tout le monde disait que c'était impossible à faire. Vint un imbécile qui s'appelle en l'occurrence Covid, qui ne le savait pas, et il le fit. C'est le télétravail. On disait que ce n'est pas possible, on ne peut pas faire confiance aux gens, puis finalement, on n'a pas eu le choix, on était dedans. Et donc, du coup, là aussi, je crois qu'il y aura vraiment un avant et un après, qui implique d'ailleurs le troisième point, c'est la confiance, parce que les deux sont jumeaux. On ne peut pas faire du télétravail sans avoir confiance dans les gens. On se rapproche déjà d'ailleurs du paradigme jaune qu'on évoquait tout à l'heure. Hein. Et déjà avant, dans les études d'engagement, j'avais noté qu'il était dit que quand il y a à peu près 20% de télétravail, les gens sont au maximum de leur engagement. Les enquêtes les plus récentes disent 6 à 7 jours de télétravail. Alors c'est vrai que si on en fait trop, on perd un peu le contact aussi avec le quotidien de l'organisation. Mais bon, donc ce sera intéressant de voir. Là, je pense qu'il y aura un vrai changement qui va s'opérer. Et puis après, il y a en quatrième position la rupture du digital. Alors peut-être que là, je ne suis pas objectif, puisque je fais aussi beaucoup de coaching, mais ça se faisait déjà à distance, mais de formation, ça c'était plus rare. Là, il y a eu un push terrible du distanciel. Alors j'ai aussi observé que c'était pouvait être très efficace. J'en ai même suivi une ou deux pendant cette période de confinement. C'est souvent très efficace, mais on perd quand même tous ces moments de supplément d'âme qui se produisent au moment des pauses, des déjeuners, toutes ces informations qui autrement ne sont pas partagées, ces parenthèses qui ne s'ouvrent pas quand on est face à son écran. Donc j'ai envie de dire, le distanciel c'est efficace, mais le bonheur est dans le près, au sens près de proximité.
Ouais. Et le dernier point, c'est peut-être l'exigence de transparence. Enfin, c'est le coup des masques, quoi. Aujourd'hui, on peut plus parce que les réseaux sociaux, ça va très vite. Et donc, du coup, les gens n'ont plus envie qu'on leur raconte de salade. Et c'est pareil dans les organisations. Et alors, quelle est ta recommandation sur le rythme télétravail? Nous, chez Incentive, on a décidé, une dizaine de jours, de passer en 40% télétravail et 60% au bureau. Donc, ça fait 2 jours par semaine télétravail, 3 jours par semaine au bureau. Toi, dans tes expériences que tu as vues, tes discussions que tu as avec tes clients, qu'est-ce que tu vois se mettre en place et quelle serait, toi, ta recommandation du rythme idéal? Ouais, bah, je crois qu'effectivement, tu n'es pas loin de la vérité quand tu dis aller 2 jours par semaine. Je dis tout à l'heure, les études d'engagement montrent aujourd'hui 6-7 jours par mois. On est presque à 8 jours, tu vois. Donc, c'est pratiquement sur 4 semaines de 2 jours par semaine. Ça me paraît effectivement être un bon ratio. Surtout dans la région parisienne, où c'est aussi quelque chose de très citoyen, finalement, d'éviter à ce que les gens s'agglutinent dans les transports chaque matin. On perd inutilement tellement de temps. Donc après, bon, il faut un petit peu s'habituer quand même. J'entends des fois des conf calls dans lesquels quelqu'un va dire à un moment donné, ah bon, attends, je mets juste le gratin au four et je reviens. Bon, ça, il faut quand même s'y habituer. C'est pas toujours évident. Ou les Oui, enfants c'est pas qui passent toujours facile. derrière, Voilà, ou les exactement. bébés Voilà, qui tout apparaissent à à fait. l'écran avec le biberon. Tout à fait. Il y a quelques vidéos célèbres très drôles sur le sujet. Ouais. Et alors, dans ce Mais oui. contexte, Daniel, où est-ce qu'on en est de l'entreprise libérée? Tu vois, le grand concept dont on a Ouais, beaucoup ouais, ouais, c'est entendu vrai, tu as raison. parler, Freedom Inc. Est-ce que ça avance, hein? Est-ce qu'on reste du domaine de l'utopie? Alors, il y a quelques essais concluants, d'autres, et j'en ai rencontré plusieurs, de chefs d'entreprise qui s'y sont essayés et qui s'y sont brûlés les ailes et qui sont revenus en arrière à marche forcée au bord de l'asphyxie. Est-ce que tu penses que le contexte actuel va accélérer ou au contraire retarder ces évolutions? Quelle est ta perspective? Alors, d'abord, entreprise libérée est un bon mot que tu choisis là parce qu'il est en écho finalement avec ce qu'on exprimait dans les stades vert jaune. Hein. Si, Ouais. si je prends juste Isaac Getz, hein, qui en 2007 a fait son best-seller sur Liberté et une compagnie, Mm. lui il dit libérer l'entreprise, ça ne requiert ni modèle ni méthode à voir, et que c'est en tout état de cause une philosophie qui se fonde sur la conviction que l'homme est digne de confiance. Ça, c'est fondamentalement vrai. Donc, je pense qu'en tout cas, il y a des théories du management, si je prends encore historiquement McGregor, entre la théorie X qui consiste à dire que l'être humain, voilà, on ne peut pas lui faire fondamentalement confiance parce qu'il est fainéant par nature, donc il faut avoir des systèmes de contrôle et avoir de sanctions. Derrière, c'est le bâton et la carotte. Il y a la théorie Y qui me paraît quand même plus juste, qui va vers le sens des entreprises libérées, c'est le pari un peu plus de la confiance, dans lequel il est dit finalement que l'être humain, quand il arrive au boulot le matin, il préférait pouvoir contribuer. Il faut que les conditions soient réunies, évidemment, mais il préférait. Donc on est un peu, c'est un peu le point de départ de notre discussion tout à l'heure, c'est entre notre culture autocratique obsolète, un peu à la française, et de l'autre côté, tu as raison de le dire, des fois une espèce d'utopie, on pourrait dire, hiérarchique autogestionnaire. Donc il ne s'agit pas de tomber non plus dans le tout et n'importe quoi. Donc il faut y aller doucement. Il faut y aller progressivement, il faut créer des conversations autour de tout ça, il faut rassurer le management quand on va avancer là-dessus. Et y aller trop vite, j'ai effectivement vu aussi pas mal d'entreprises qui, en voulant aller trop vite, se sont brûlées les ailes. Donc, cette émergence, c'est là. Et avoir une structure hiérarchique, ça ne veut pas forcément dire que les gens vont cheffer et faire que du contrôle. Il peut y avoir besoin de repères aussi, en tout cas temporairement. Et à l'inverse, il ne faut pas non plus croire que parce qu'on met un baby-foot dans les couloirs et qu'on met des chaises hautes et des tables hautes comme dans un coffee shop, que ça va suffire. C'est pas comme ça que ça se passe. Je te confirme. On a des chaises hautes et des baby-foot Mais vous avez et ça plus, fait pas tout. effectivement. Dans ce nouvel environnement, quelles sont les postures, les nouvelles postures de leadership sur lesquelles les COMEX, les top management, les directeurs commerciaux qui nous écoutent doivent travailler? Quelles sont les postures qui doivent nous inspirer aujourd'hui? Oui, alors oui, tout à fait. Ça se passe là, d'ailleurs, hein, parce que c'est ça qui va être la clé de voûte des changements. Je suis content d'ailleurs qu'on l'aborde maintenant seulement et pas tout de suite non plus, parce que je pense que c'est important de bien camper l'ensemble des évolutions pour ne pas tomber dans ce proverbe chinois qui dit le maître montre la lune, dommage que l'idiot regarde le doigt. Je ne veux pas juste qu'on regarde sur maintenant des choses plus concrètes, uniquement le doigt, mais c'est en même temps très utile de descendre un petit peu pour rentrer dans du concret. Alors, il y a 4 grandes postures de leadership qu'on peut expliciter ensemble par les quelques slides qu'on avait préparés.
La première, c'est un leader qui est authentifié, donc ça donne des termes dans le style « je décide »,« vous faites »,« je contrôle », on pourrait même dire « je sanctionne », parce que dans le monde bleu, il y a quand même cette connotation de bien et mal, et de pouvoir entre les mains du manager, c'est très clair. Dans le monde orange, c'est quoi la posture managériale? C'est quand même souvent je consulte, pas toujours, mais quand même souvent. Je décide, quand même, le leader est identifié. Derrière, c'est je délègue, donc vous faites. Et le contrôle reste. Dans le paradigme orange, la délégation ne veut pas dire qu'on ne contrôle plus. Dans le monde vert, on est dans un système beaucoup plus collectif. Donc c'est nous décidons, nous évaluons. Évidemment, c'est plus consensuel avec aussi tous les travers du consensus, mais aussi la bonne intention qui est d'aligner tacitement les équipes et de faire en sorte qu'on se sente connecté. Et puis après, quand on passe dans le paradigme jaune, là, le pari, quand on renverse la table, c'est carrément, vous décidez, vous reportez. Il y aura toujours du reporting. Il est plus entre les mains de ceux qui ont cette fois le pouvoir dans les premiers niveaux d'encadrement. Donc, c'est vraiment la subsidiarité, en fait. Et ça peut marcher très bien quand on a des gens qui sont évidemment responsables et qui ont été responsabilisés et qu'on a amené progressivement et entraîné pour pouvoir aussi arriver à faire ça. Donc voilà, 4 postures clés qui, je trouve, illustrent très bien. Je pense que tous les managers qui nous écoutent peuvent se reconnaître. Et ce n'est pas du jugement de valeur d'ailleurs de l'une à l'autre, puisque pour moi, je pense que le point le plus important, c'est qu'une entreprise soit alignée et s'assume dans son mode managérial en fonction des valeurs profondes qu'on cherche à incarner. Et c'est ça qui est aujourd'hui le très gros enjeu de complexité des organisations, c'est d'arriver à vraiment créer quelque chose d'aligné et de cohérent, qui n'est pas toujours le cas. J'avais un exemple en tête peut-être qui me venait à la seconde, c'est il y a quelques années, même pas très longtemps, il y a 3-4 ans, une grande entreprise française publique qui se modernise terriblement. Et j'ai intervenu un jour dans un séminaire que j'animais. Et dans le même temps où j'entendais à la pause qu'ils me disaient qu'ils avaient assisté à une grande conférence sur le management libéré, c'est pour ça que je pense à ce sujet-là, puisqu'on en parlait il y a un instant. Et bien dans le même temps, on retournait en salle et ils disaient, bon, alors on fait comment maintenant pour décliner les 17 KPI et ces indicateurs clés de succès que la direction nous demande de corseter dans nos régions. Donc c'est cette dissonance qui ne marche plus, quoi, parce qu'on peut pas. Et c'est là où il faut vraiment caler les messages managériaux. Et je pense que c'est très important de clarifier ces postures qui peuvent être évolutives en fonction des sujets, des périodes, des équipes, mais en tout cas de bien nommer les choses. C'est Albert Camus qui disait de mal nommer les choses fait beaucoup de mal au monde. Alors, je dirais mal nommer les postures de leadership, c'est faire beaucoup de mal aux organisations aussi. Mal nommer les choses fait beaucoup de mal au monde. Et bien ça, c'est une très belle phrase qu'on retiendra. Notre entretien arrive à sa fin. On a 30 minutes. Notre promesse est dans 30 minutes, vous êtes libre. On finit toujours l'entretien par un résumé. Est-ce que tu aurais 1, 2, 3 conseils très pragmatiques pour un directeur général, pour un directeur commercial, pour un manager à mettre en œuvre dès demain qui puisse voilà, s'inspirer de cet échange qu'on a eu aujourd'hui? Ouais. Écoute, ce qui me vient d'abord, c'est le célèbre « n'ayez pas peur », parce que je pense que la peur induit toujours la mauvaise communication et le manque de confiance qui empêche l'exploration du nouveau, ça fige finalement les dispositifs. Et pas peur de quoi? De faire quoi? Bah, si je garde juste la rime de ce par quoi on a démarré, c'est de plus questionner les réponses que de répondre aux questions. Les managers ont tellement été habitués dans le monde bleu à affirmer leur autorité parce qu'ils avaient les réponses et qu'ils se sont délectés dans les réponses, qu'ils ont trouvé toute leur valorisation. Mais quand on est premier de violon et qu'il faut poser le violon pour devenir chef d'orchestre, alors la proposition, c'est plutôt de questionner les réponses, puisqu'on inverse le pouvoir entre les mains des collaborateurs. Et ça, je pense que tous les managers peuvent s'y essayer, de commencer à être moins tout de suite soi-même dans la réponse, pour rebasculer côté collaborateur en demandant ben voilà, comment est-ce que vous voyez les choses, qu'est-ce que vous proposez, comment on pourrait faire ça, et challenger du coup, et de rentrer dans un mode plutôt coaching, si tant est qu'on a donné le sens avant pour que les gens sachent vers quel univers on bouge, et qu'on ait une posture plus de coach que de manager qui corsette toute l'organisation. Ça, je pense qu'on est vraiment, on y gagnera. C'est pas le know-it-all des managers, mais learn it all, on pourrait presque dire. Learn it all. Learn it all.
Daniel, un immense merci pour cette conclusion. Tu as sélectionné quelques bonus pour aller plus loin. Alors sur les idées bonus, alors bien sûr, le livre de Daniel Epling et de Laurent Magnin, Quel manager êtes-vous, une référence sur le diagnostic managérial. Une autre source d'inspiration, c'est ton blog, le blog d'Altoé, le cabinet de conseil que tu as fondé depuis quelques mois. Et merci parce que nous avons la primeur de te recevoir parmi tes nombreuses sollicitations. Donc on est très, très honorés de t'avoir aujourd'hui avec nous. Et puis également le livre que tu as cité, Reinventing Organization de Frédéric Laloux, guide to create organization autour de la human consciousness. C'était le sous-titre. Et la version française existe d'ailleurs. Je m'aperçois qu'on a gardé la version anglaise d'origine, mais la version française existe maintenant. La version française existe absolument, absolument. Et c'est un parcours passionnant à travers l'histoire, l'évolution des organisations, où on retrouvera certaines des idées que tu as développées aujourd'hui. Et puis une dernière source qui est un podcast de France Culture, de l'émission La méthode scientifique, qui est toujours passionnante, autour de l'histoire des sociétés humaines. Une société humaine, une histoire d'émergence. Vous avez le lien dans la présentation. Encore une fois, un immense merci Daniel. La semaine prochaine, on aura l'occasion de parler de Skill Wheel Matrix, un outil pragmatique pour accélérer son organisation commerciale. J'aurai le plaisir d'animer cette masterclass de l'excellence commerciale. Et Daniel, si tu as encore quelques instants, je serais ravi de garder avec nous pour les questions-réponses de nos auditeurs. Avec plaisir, Roland. Merci à tous. Alors, les questions, vous pouvez poser directement vos questions-réponses dans le chat, sur le chat GoToWebinar. Et je vois les premières questions qui arrivent. Alors, une première question. Quand vous intervenez en entreprise, comment adaptez-vous vos interventions en fonction de l'environnement de votre client? Donc, je pense que ça fait référence à si j'ai une entreprise jaune ou si j'ai une entreprise orange, comment est-ce qu'on adapte l'approche de transformation, l'approche de formation des collaborateurs, comment on doit s'adapter finalement à la culture de l'entreprise? Alors ça, c'est une question vitale. J'ai longtemps dans ma carrière commencé en n'ayant qu'un dispositif à faire valoir dans mes entraînements. Et c'est un peu cette phrase classique qui est que quand on n'a qu'un marteau, tous les problèmes ressemblent à des clous. Donc aujourd'hui, je pense que notre échange montre bien que dans un monde orange, on va entraîner les compétences, on va être centré performance, tous les entretiens qui permettent de gérer et manager avec efficacité, dont la délégation dont nous avons parlé tout à l'heure. Il y a aussi des aspects de coaching pour la performance, on est vraiment dans ce vue-là. Et donc, ça mérite de bien comprendre qu'est-ce que l'univers du client recherche au moment où on le fait. Dans un univers, je vais faire simple, dans un univers vert jaune, si je cumule les deux, on est plus sur du coaching personnel, on est plus sur des dispositifs d'intelligence collective type démarche appréciative, en anglais Appreciative Inquiry, qui est un dispositif, je trouve, une merveilleuse arme de construction massive et positive sur des forums open space, par exemple. J'en ai fait encore un dernier avec un de mes clients, une centaine de personnes dans la salle. On partait en base zéro, c'est tout le monde qui co-construisait l'histoire du futur. Même des dispositifs plus subtils, j'utilise parfois en coaching les représentations systémiques pour des problèmes très complexes, non pas pour les résoudre, mais pour les dénouer, les défiger. Donc il y a effectivement des nouvelles méthodes qui émergent aussi pour faire face à ces niveaux de complexité. Donc ça mérite d'être adapté effectivement à l'univers et au système de valeurs profond de nos clients. Ça, c'est tout à fait juste. C'est très important de prendre conscience de ça. Parfaitement, bonne question. Oui, on pourra éventuellement faire
une masterclass sur ces outils Écoute, avec plaisir. d'animation et d'accompagnement du changement qui se développent rapidement et que tu viens de mentionner. Dans ton discours tout à l'heure, dans ta présentation, tu as parlé de subsidiarité. Subsidiarité, quelle différence tu fais entre subsidiarité et moi ce que je connais comme la délégation, je délègue une tâche. Quelle est la différence entre subsidiarité et délégation? Alors, on arrive un peu dans les subtilités, mais c'est important d'établir des distinctions. On sait que les Esquimaux ont une trentaine de mots pour qualifier le mot neige parce que c'est leur univers et donc ils affinent leur regard et du coup ils ont le geste juste parce qu'ils arrivent à mieux décoder leur environnement. Alors, quelle est la différence entre les deux? Les deux ont des formes d'autonomie qui rapprochent finalement pouvoir de décision et pouvoir de réalisation. Mais alors, le principe de la délégation part du postulat que la décision appartient au sommet, qui la concède par exception à la base, c'est un peu quand même ça l'idée, alors que la subsidiarité, c'est l'inverse. La décision appartient à la base et ne fait appel au niveau supérieur que par exception. Donc c'est vraiment la différence, là aussi, si on la caricature, entre le monde bleu et le monde bleu-orange, on va dire, et le monde jaune. Oui. On renverse. On renverse. Il y a un vrai lâcher-prise là pour le coup. Il y a un vrai lâcher-prise dans la subsidiarité. Là, on n'a plus les mains sur le volant, quoi. Qui est difficile, hein, qui est difficile. Alors j'ai une autre question un peu dans cette ligne-là. Le charisme est-il encore d'actualité pour un leader? Le charisme est-il encore d'actualité pour un leader à partir du moment où on décentralise, où on subsidiarise? Finalement, on est plus le leader est plus observateur, validateur, organisateur. Est-ce qu'il y a encore besoin de leaders charismatiques? Ouais. Alors, ils sont venus beaucoup, la période d'appel de leader, hein, on sait qu'en temps de guerre, on attend les généraux, quoi, en quelque sorte. Donc, la période d'appel de leader, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, cette période de complexité, et surtout si on inverse cette pyramide, comme on l'a évoqué dans notre échange, ça demande d'autres formes de leadership que le leadership uniquement charismatique au sens battleur sur une estrade qui va donner le message que tout le monde va suivre. Donc, on voit émerger quand même dans la conscience des leaders plus d'humilité, plus de vulnérabilité parce que la confiance, finalement, on en parlait tout à l'heure et on disait on lâche les mains du volant. Faire confiance, c'est simplement se rendre vulnérable auprès des autres en présupposant qu'ils vont faire du bien pour vous. Donc, ça veut dire quand même que quand je donne les clés du camion à quelqu'un, ou en tout cas d'une partie du camion, je présuppose qu'il va faire quelque chose de bien, quoi. Alors, ça ne veut pas dire que je fais n'importe quoi et que je ne suis pas derrière, mais c'est plus mon seul charisme qui va me permettre, c'est aussi ce pari de la confiance et donc du coup de l'humilité, comme je disais tout à l'heure, de l'authenticité aussi beaucoup et d'un certain courage managérial, c'est évident. Ouais. Mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à dire on va vers plus de vulnérabilité alors que les gens aujourd'hui sont à la recherche de solidité, de certitude, et on le voit dans l'émergence de personnalités politiques autocratiques, populistes. Donc on a l'impression qu'un chef aujourd'hui, que ce soit dans une organisation ou dans une nation, a besoin d'affirmer à la fois des valeurs, une direction, des certitudes. Et là, ce que tu nous dis sur le management va un peu à l'encontre de ce qu'on observe concrètement sur le terrain. Comment est-ce qu'on réconcilie ça? Oui, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que ces transformations d'organisation et ces transformations sociétales, c'est pas que on élève vers le haut. Là, on parlait dans une progression linéaire, progressive, comme ce qu'on appelle une holarchie, c'est-à-dire chaque niveau inclut et transcende le niveau précédent. Mais des fois, il y a des retours arrière, et tu as raison de le dire. Donc, des fois, on vient même antérieurement au bleu. Il y a un autre univers qu'on appelle l'univers rouge, sur lequel on n'a pas décrit aujourd'hui. Mais on a quelques grands ténors mondiaux, inutiles de citer, mais qui se baladent aux États-Unis ou ailleurs, et qui sont effectivement des leaders qui reviennent à un paradigme de management par la peur, quoi, quelque part, très impulsif. Bon. Donc, on n'est pas à l'abri de retour en arrière, c'est tout à fait évident. Ça ne veut pas forcément dire que c'est ce dont on a besoin, mais c'est ce qui nous guette aussi. Donc, il est important de prendre conscience de ça, c'est qu'une fois de plus, dans les périodes de crise comme on vit aujourd'hui, c'est pas forcément toujours acquis qu'on ressorte par le haut, ça peut l'être. Et c'est là, si les consciences sont vraiment bien adressées,
et que le leadership adresse les bonnes conversations. Moi, je trouve aujourd'hui que le rôle d'un leader, c'est d'orchestrer les conversations collectives. Si en tout cas, si on veut faire vivre ces nouveaux niveaux, c'est comme ça qu'on y arrive. Mais j'entends qu'il y a des fois aussi des retours arrière et je comprends la question. Peut-être une dernière question. Est-ce que tu aurais 2 ou 3 exemples de pratiques managériales dans les univers vert et jaune, nous pose un auditeur. Oui, des exemples de pratiques managériales dans les univers vert et jaune. Oui, tu as raison. D'abord, il n'y a pas un livre aussi clair que ça dans ces niveaux vert jaune. Alors, il y a eu comme ça des méthodes qui sont apparues, sociocratie, holacratie, qui sont des méthodes plutôt d'essai de gouvernance. Mais à ce jour, on n'a pas de système aussi établi qu'on l'a eu dans le monde bleu et dans le monde orange, c'est tout à fait évident. Alors, des exemples qu'on voit vert jaune de pratiques managériales, alors, par exemple, quand dans une équipe, les gens discutent entre eux de la rémunération variable. Alors, ça paraît peut-être pour certains un peu choquant, mais finalement, on s'aperçoit que les équipes sont assez raisonnables. Donc, chacun présente devant ses pairs la bonne raison pour laquelle une partie de l'enveloppe devrait lui être attribuée. Alors, ça a plusieurs vertus. D'abord, les gens, ils racontent pas trop de salade parce qu'ils savent quand même que le petit copain à côté, des fois, il sait plus que le manager au-dessus ce qu'il a réellement fait. Donc, bon, voilà, on ne va pas non plus se la jouer autre chose que ce qu'on est. Et les gens sont finalement assez raisonnables, l'air de rien. Donc, c'est des systèmes qui semblent plutôt pas mal marcher. De la même manière qu'on est plus sur des évaluations d'appréciation de la performance collective qu'individuelle, les entretiens d'évaluation individuelle tendent à être un petit peu challengés dans ces nouveaux univers. On fait plutôt des réunions ad hoc pour résoudre des problèmes sans avoir formalisé de manière récurrente des réunions traditionnelles, on va dire. Donc, elle est très ad hoc. Et dans ces réunions, il y a même des dispositifs d'animation, voilà, avec des tricks qu'on utilise pour éviter de couper l'ego quand on sent que quelqu'un ramène trop à lui. Voilà, donc c'est aussi des choses qui sont mises en place. Il y a même, alors c'est décrit dans le bouquin de Laloux, je ne l'ai pas expérimenté en direct, même si des fois ça se fait, commence à voir l'émergence de ça. C'est-à-dire que même des décisions budgétaires, des fois, dans des organisations, peuvent se prendre très vite, sans forcément l'assentiment du manager. Et pour des sommes relativement importantes, il faut néanmoins avoir au moins 3 personnes, dont 1 ou 2 experts du sujet qui viennent cautionner et du coup qui prennent solidairement la responsabilité de ces investissements. Ça pour aller donc beaucoup plus vite, évidemment, que des demandes qui demandent 15 signatures et qui reviennent 4 mois après quand la messe est dite, quoi. Donc voilà, c'est des pratiques comme ça assez souples qui existent. Alors on peut, quand on change, partir d'un chaos créatif, hein, c'est ce qu'avait fait Favi à l'époque quand il avait supprimé d'un jour à l'autre les pointeuses et les systèmes de P variables, un peu comme je l'évoquais là. On peut faire une refonte de bas en haut avec les techniques que j'évoquais tout à l'heure d'intelligence collective. Ou alors on peut choisir des modèles existants. Alors je ne suis pas toujours très pour, mais je manque sans doute de recul là-dessus. J'ai chopé 2-3 choses sur des éléments de l'holacratie et de la sociocratie, mais j'ai pas envie d'appliquer ces modèles-là nécessairement bruts de fonderie. Et il y a sans doute des choses très bonnes à prendre aussi, et des modèles qui vont se peaufiner au fil des expériences et qui seront sans doute intéressants à observer dans leur évolution. Voilà, si ça répond à Pardon. Daniel, un immense merci pour cet entretien. C'était passionnant. On a envie de le poursuivre, mais on est très rigoureux sur la gestion du timing dans les masterclass de l'excellence commerciale. On aura peut-être l'occasion de refaire une autre masterclass sur le sujet des outils. Un immense merci. Moi, je retiens quelques phrases choc, hein, notamment retrouver de la cohérence. Et puis, celle que j'adore, c'est le bonheur est dans le prêt. Le bonheur est dans les prêts, retrouver de la proximité, que ce soit à distance ou au bureau. La proximité managériale, c'est ce qui permet d'entraîner les organisations. Un immense merci Daniel et à très bientôt. Et on se retrouve tous la semaine prochaine pour parler d'un outil pragmatique et moderne pour accompagner la transformation d'une organisation, l'accélération d'une organisation commerciale. C'est The Skill Wheel Metrics. Merci à tous, très bonne journée et merci encore Daniel pour cet échange. À bientôt. Merci Laurent, bonne journée à tous. À très bientôt, au revoir.